contentieux pour égaler le contentieux d'une entreprise qui va venir exploiter le gaz de schiste de ces multinationales-là. On fait quoi pour protéger nos petites entreprises agricoles dont on est si fiers au Québec? Okay. Mais juste pour que je comprenne bien, actuellement, est-ce que vous avez entrepris des discussions avec Énergie Est ou TransCanada sur des négociations possibles au nom de vos agriculteurs? On est en discussion avec Énergie Est pour essayer de trouver une entente qui va minimiser les impacts au niveau des produits agricoles, qui va minimiser les risques au niveau de nos entreprises agricoles et surtout qui va baliser la faute, le type de faute. Et je vous le dis, là, si tout le monde l'avait, encore j'espère, vous l'avez écouté la semaine verte, et vous l'avez vu par rapport à la faute intentionnelle, le débat qu'il y a, puis c'est pas des farces, ce que je vous dis là, c'est que les compagnies d'assurance actuellement surveillent ça de très près et menacent de ne plus assurer le monde agricole si on nous laisse toute cette possibilité-là de poursuite sur le dos. J'avais juste une dernière question, parce que je sais qu'il y a le député Dubuc qui en avait aussi quelques-unes, sur la question de la transition énergétique. Vous dites que vous êtes ouvert, que c'est une bonne chose, etc. Moi, il y a un élément que je trouve assez excitant, puis je veux juste être pas le seul à m'enthousiasmer là-dessus, mais on parle quand même que les producteurs agricoles pourraient devenir eux-mêmes éventuellement, d'une certaine façon, des producteurs d'énergie. Que souvent, les producteurs agricoles ont la capacité de produire éventuellement leur propre énergie. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui peut arriver dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans? Quelle est votre perception par rapport à cette transition énergétique où les producteurs agricoles pourraient éventuellement devenir autoproducteurs? C'est le mieux. Bien, regardez, dans un premier temps, vous nous emmenez sur la première partie. Je vous l'ai dit qu'on était content de voir arriver cet élément-là, on était heureux. Et j'en profiterai même pour vous faire une demande, parce qu'on aimerait ça que dans le comité, dans le fond, c'est que l'Union des producteurs agricoles soit présente pour justement passer le message des producteurs agricoles, parce que oui, les producteurs agricoles sont des grands contributeurs d'utilisation énergétique. Est-ce que les producteurs sont capables d'évoluer pour faire de leur autoproduction? C'est oui. Les lois, actuellement, c'est malheureux. Les lois en ce qui concerne Hydro-Québec, dans certaines productions, je peux déjà faire mon gaz, puis je peux m'alimenter en électricité, mais mon surplus, je ne peux pas le revendre. Je ne peux pas le renvoyer dans le réseau. Ce qui fait en sorte que ça rend nos systèmes non rentables. Il faut trouver une façon de faire évoluer le système en passant par Hydro-Québec pour rendre ça accessible aux entreprises agricoles. C'est la même chose au niveau éolien. Si je m'installe une éolienne pour mon utilisation à moi, puis si c'est le temps que je veux en revendre sur le réseau, puis je ne suis pas capable de le revendre, ça me donne quoi? Et c'est là que la non-rentabilité de nos projets devient difficile. Ça devient difficile de rentabiliser les projets actuellement dans le monde agricole. À votre question, c'est oui, il y a un intérêt. L'intérêt pourrait être assez rapide. La réponse des entreprises agricoles pourrait être assez rapide, probablement avec un petit peu d'aide, un petit peu d'accompagnement, mais elle pourrait être rapide. Puis oui, il y a une volonté, puis il y a une détermination pour le monde agricole d'aller de l'avant. C'est 30 secondes. Ça vaut bien peut-être le député Dubuc. Oh, 30 secondes, M. le Président, qu'on n'aura pas le temps. Ça va aller? OK, ça va. OK. Ça va. Alors, je vous remercie de votre collaboration, M. le député de Sanguinet, pour 8 minutes 42. Merci, M. le Président. Alors, je souhaite la bienvenue. Merci d'être ici parmi nous. Effectivement, les producteurs agricoles sont touchés par la loi des hydrocarbures assez fortement, d'ailleurs. Donc, c'est intéressant de vous entendre. C'est surtout très important. Par rapport à l'expropriation, vous avez raison, que ce n'est pas écrit intérêt public. C'est des intérêts privés qui motivent l'expropriation. Par contre, le ministre vous a mentionné à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'intérêt public et que j'imagine qu'il va faire les correctifs appropriés. Il reviendra d'études article par article, j'imagine. Est-ce que ça, si on réussit et si on le fait, parce que je n'ai pas à douter de la bonne foi du ministre, là, si le ministre corrige et puis met intérêt public, êtes-vous à l'aise avec l'expropriation à ce moment-là? Monsieur Lemieux. Je vais demander à Stéphane de répondre. Oui, allez-y. Monsieur Forêt. Monsieur le député, notre principale préoccupation, au-delà de l'intérêt public, c'est le processus. Pour octroyer la permission d'exproprier, c'est une décision du gouvernement.
donc du Conseil des ministres, sur recommandation du ministre. La compagnie pétrolière s'adresse au ministre, le ministre fait un rapport au Conseil des ministres. Alors, l'intérêt public est-il garanti par cela? On peut en douter parce que c'est l'intérêt privé du promoteur qui va prédominer. C'est pour ça que notre demande, quand on dit passer une loi à l'Assemblée nationale, comme Ultramar l'a demandé pour son pipeline Saint-Laurent il y a quelques années, le débat se fait dans l'intérêt public, dans notre institution qui est l'Assemblée nationale. Alors, c'est comme ça qu'on répond à l'interrogation de l'intérêt public, c'est en faisant des parlementaires les gardiens de cet intérêt public-là. Et là, ça devient public, il y a des débats, il y a une commission parlementaire qui peut être brève, là, on s'entend, là, mais là, à ce moment-là, les décisions sont prises pas en une espèce de catimini au Conseil des ministres. Merci de cette clarification-là. Je pense que c'est utile de bien comprendre, bien saisir, parce que j'avais plus ou moins saisi l'importance de ce propos-là, et il est très important. Merci. Par rapport à l'exploration, il n'y a pas d'expropriation pour l'exploration. Sauf que l'exploration, vous êtes producteur agricole, ça veut dire que les producteurs d'hydrocarbures vont aller sur votre terrain, et ainsi de suite. Est-ce que ça vous inquiète? Si on exclut l'exploitation, on parle juste d'exploration. Est-ce que ça, vous avez un problème avec ça? Bien, regardez, oui, c'est inquiétant. Parce qu'après l'exploration, c'est le résultat. Mm-hmm. Vous savez, en agriculture, quand on investit, il faut toujours voir à plus long terme. L'exploration, c'est un peu ça. Les gens, quand ils vont faire de l'exploration, c'est une vision à long terme. Il faut penser après exploration, exploitation. Et c'est là que les conséquences arrivent. Puis quand je vous dis que c'est intéressant, est-ce qu'il faut absolument là, baliser ce droit-là, même si on ne l'a pas, c'est que les propriétaires terriens, c'est pas tous les producteurs agricoles. Mm-hmm. Il y a environ 35 à 40 de nos terres, dans le fond, qui sont sous base de location des producteurs agricoles. Fait que les autres propriétaires, l'intérêt pécunier n'est pas nécessairement juste l'agriculture ou le revenu de location agricole. Si une entreprise arrive pour faire de l'exploration puis il offre un montant d'argent intéressant, bien, lui, il peut être ouvert. Mais les conséquences après pour l'agriculture, c'est qui va les subir, les contraintes? C'est l'entreprise agricole. C'est pour ça qu'on est inquiet à ce niveau-là en ce qui concerne le droit d'expropriation. Monsieur le député. Tantôt, le ministre prenait un exemple où on est à l'extérieur d'un périmètre qui est considéré comme une zone agricole. Puis on vous a demandé, bien, écoutez, on mettrait l'exploitation là, puis le monsieur en question, la madame, elle commencerait à exploiter les hydrocarbures. Est-ce que ça vous dérangerait, puis ainsi de suite? Et vous avez répondu à cette question-là. Moi, je vous dis, admettons, vous êtes producteur agricole, vous avez besoin d'eau. Je pense que généralement, les producteurs ont besoin, c'est des grands consommateurs d'eau. Vous avez une nappe phréatique, vous avez un cours d'eau. Moi, je me situe peut-être à 15, 20, 30, 40 km au-dessus de chez vous. Puis là, vous me dites, hey, il n'y a pas d'affaire à exploiter ça, puis ainsi de suite. Moi, je vous dis, bien, vous n'êtes pas dans votre zone d'exploitation, dans votre zone d'intérêt. De quoi vous mêlez-vous? Mais là, vous êtes capable de faire la preuve que cet individu-là, vu qu'il fait de la fracturation hydraulique, il peut cochonner la nappe phréatique ou le cours d'eau. Alors, c'est là que ça revêt une importance capitale que vous soyez impliqué dans la prise de décision et que l'intérêt public ou une loi qui va justement mettre les balises de ce qu'on entend par intérêt public, moi, je pense que vous avez toute vous avez la responsabilité de lever la main pour dire ça n'a pas de sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que votre champ d'intérêt dépasse votre champ? Monsieur Lemieux. Bien, regardez, c'est sûr qu'on a manifesté notre inquiétude par rapport à la qualité de l'eau. C'est sûr que la qualité de l'eau, ça ne finit pas avec la ligne de fin de la zone agricole, ça déborde. Les nappes phréatiques là, souterraines, là, ça déborde, ça déborde. C'est pas une ligne qui suit la zone agricole. Puis c'est la même chose pour l'eau de surface, elle s'écoule. Hein? C'est sûr que la préoccupation des entreprises agricoles, elle déborde la zone agricole. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on demande d'avoir un poste, une place comme représentant des producteurs agricoles sur ces comités-là. Pour être capable justement de prendre en compte ce que vous avez mentionné comme besoin pour l'agriculture. Parce que oui, abreuvoir des troupeaux d'animaux de 100, 150, 200 têtes,
ben vous n'avez pas idée du volume d'eau que ça prend. Puis si je suis obligé d'aller charrier là, pour alimenter, mais il n'y a plus aucune rentabilité sur mon entreprise agricole. Oui, c'est des contraintes. C'est pour ça qu'on veut être une présence sur les comités là, dont on suggère 3 ou 4 intervenants. Nous, on veut vraiment une place pour le monde agricole. Bon, ça répond pas mal à ma question, d'où l'importance à la fois de bien cerner ce qu'on entend par intérêt public, mais aussi de vous laisser davantage de place sur ces comités-là. Vous parliez des comités, là, mais le comité de suivi, là, est-ce que ça vous satisfait, ça, que ce soit l'exploitant éventuel qui va déterminer qui va faire partie de ce comité-là? Est-ce que vous trouvez que c'est un problème ou vous êtes capable de vivre avec ça? Vous avez mentionné que ce serait bon qu'un agriculteur soit proposé ou soit invité obligatoirement là, par ce producteur-là. Ce qu'on suggère, c'est que ce soit un représentant de l'Union. Le fait qu'on suggère un représentant de l'Union, ce qu'on comprend, c'est que ça va être nous autres qui va désigner le représentant qui va participer localement à cette place-là. Fait qu'on est moins en opposition avec ce qui est dans le projet de loi par rapport à que ce soit le promoteur qui suggère ou qui aille chercher les individus. Parce que nous, on se protège en disant qu'on veut que ce soit un représentant de l'Union. Puis, comme c'est un représentant de l'Union, bien, ce qu'on s'attend, c'est que ça va être le syndicat local qui est représentatif en fonction de la MRC qui va désigner c'est qui va être sur le comité pour suivre le dossier. C'est de cette façon-là qu'on s'est protégé dans notre demande. 40 secondes. Ah, on a eu C'est clair que si ça n'est pas retenu, ben, que ce soit la compagnie qui choisisse les gens, on n'est pas à l'aise. c'est ça. Et dans ce qu'on propose, nous, on s'est protégé. On veut que ça soit retenu de la façon qu'on l'a proposé. Qui devrait nommer ça? Les gens? Qui? Mais regardez, moi je pense que ça devrait revenir un petit peu plus à la société, là, dans le fond, celui-là qui habite sur le territoire. OK. Je vous remercie. Alors, nous allons passer au bloc avec la deuxième opposition pour un temps de 8 minutes 40. Non, 5 minutes 48 avec Mme la députée Cynthia Saint. Merci, M. le Président. Bonjour. Je comprends vos inquiétudes et les inquiétudes de vos membres aussi. Il y a une chose qu'il faut que les gens, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience, c'est que les terres agricoles au Québec représentent 2 de la superficie. Alors, comme le Québec est très grand, je pense que les terres agricoles doivent être regardées d'une façon distincte parce qu'il s'agit d'une ressource naturelle qui est épuisable. Un coup qu'on a fait quelque chose, on a construit, on ne peut plus l'utiliser pour l'agriculture. Donc, pour moi, l'expropriation doit être vue aussi d'une façon particulière, considérant ça. C'est le garde-manger du Québec, vous l'avez dit. Et puis, on n'exproprie pas un agriculteur qui a des terres et des terres comme on va exproprier un particulier ou le dépanneur du coin qui va pouvoir aller s'acheter un autre bâtisse à l'autre coin de rue, puis on ne peut pas faire ça avec les agriculteurs. Alors, pour moi, vous avez entièrement raison sur ça. Puis, pour la responsabilité civile, la responsabilité, vous disiez tantôt, il y a des agriculteurs qui ont de la difficulté. En fait, que vous avez peur que les agriculteurs aient de la difficulté à s'assurer. J'aimerais ça vous entendre sur ça. La machinerie lourde, je donne comme, par exemple, quelqu'un qui vient pour arcer. On sait que ça rentre dans la terre, mais c'est la profondeur, je ne sais pas si vous pouvez nous informer sur ça, quelle sorte de machinerie lourde qui pourrait endommager éventuellement, puis qu'on s'entend que c'est pas une faute qui est intentionnelle, là. C'est par hasard, par malchance. Alors, à ce moment-là, les agriculteurs seraient quand même responsables, ce qui n'a pas de bon sens. Là. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est courant qu'il y ait de la machinerie agricole qu'on utilise qui pourrait endommager? C'est le mieux. Oui, tout dépend de la profondeur qui va être enfouie. C'est la raison pour laquelle on demande d'avoir une entente avec les entreprises, qu'on l'inclut dans la loi. Parce qu'actuellement, c'est ce qu'on fait avec Énergie-S.
on a des grandes discussions justement pour baliser la profondeur. S'il y a une profondeur en ce qui concerne la loi, qui est prévue à 0,9 mètres, qui n'est pas assez profonde pour permettre aux agriculteurs de faire des travaux de décompaction. Dans les habitudes des agriculteurs, à tous les 2 ou 3 ans, il faut passer comme des sous-soleuses qu'on appelle, pour décompacter la terre, pour la rendre plus vivante. Mais ces machines-là travaillent à 3 pieds dans la terre, 3 pieds, à 4 pieds dans la terre. Fait que si le pépin n'est pas assez profond, ben c'est dangereux des frapper et des briser. C'est pour ça qu'on demande d'avoir des ententes pour baliser certains éléments pour permettre une activité agricole qui est encore rentable. Moi, je pense que c'est plus facile d'exiger dans la loi d'avoir une entente avec l'association accréditée. C'est quand même une association qui est reconnue par les lois au Québec, que de tout baliser, dans le fond, d'une façon précise, les interventions agricoles dans une réglementation. C'est plus facile. J'aimerais vous rappeler en même temps, parce que vous avez quand même soulevé par rapport à la zone agricole, la petitesse du territoire. Il y a quand même un article de la commission, l'article 1.1 de la Commission de protection du territoire agricole, que je vous inviterai à prendre connaissance, qui dit dans le fond que il faut assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture et de favoriser dans une perspective de développement durable la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles. Nous, nos demandes sont en lien avec ce principe de loi-là. Ce qu'on vous demande, c'est de faire en sorte qu'on va s'assurer que l'article 1.1 de la loi, qui a été voté par le Parlement, puisse continuer à opérer et à être valide. Qu'elle ne soit pas mise en cause par une autre loi qu'on appelle chez les hydrocarbures, qui va venir défaire, dans le fond, ce principe-là de protection des terres agricoles. Madame la députée. Non, si tu parles, ils vont l'allumer. Oui. Peut-être juste vous rajouter quelque chose. Les assureurs, leur travail, c'est d'assurer un risque. Okay? Ils n'aiment pas ça, le risque, la faute simple, eux autres. La faute simple, c'est il arrive un événement qui ne devait pas se produire, mais j'ai pas fait exprès, mais ça s'est produit. Donc, c'est sûr que du moment où on parle de faute simple, c'est ce qu'on comprend dans le projet de loi, dans la proposition de l'article qu'on retrouvait, c'est que, dans le fond, la compagnie peut revenir pour faute simple. Et à partir de là, nous, ça va être extrêmement difficile d'aller chercher des assurances relativement à ça. Donc, c'est pas le fait qu'on en frappe ou on n'en frappe pas. Les producteurs ne veulent pas entrer en contact avec un pipeline parce que, regardez, c'est leur terre qui va à terme payer pour, mais c'est vraiment de circonscrire le bout de faute simple et faute intentionnelle. C'est ce qui met fin à notre bloc, il reste 5 secondes. Alors, on va passer le dernier échange avec Mme la députée de Saint-Péry-Saint-Jacques pour 3 minutes. Merci, M. le Président. Bonjour, merci d'être là. En fait, je tiens à souligner comment je suis touché par la clarté de vos propos, par la simplicité de votre parole et surtout par la justesse de votre parole. Être le garde-manger du Québec, c'est une chose. La fonction vitale de manger, de boire, sont des fonctions essentielles à l'être humain et vous en êtes à la base. Je ne pense pas que les hydrocarbures, ceci étant dit, sont à la base essentielle de la vie. Elles ont une fonction, mais elles ne sont pas une fonction essentielle. Vous avez volontairement axé sur la dimension des hydrocarbures en disant d'entrée de jeu que le monde agricole y était de la transition énergétique, que vous êtes d'accord avec ça et que allons-y, let's go. J'imagine aussi que vous y êtes parce que vous êtes, si c'est vrai à travers la planète, ça doit être vrai au Québec, aussi les premières victimes des impacts du changement climatique. Est-ce que déjà, ici au Québec, les gens de l'agriculture ont commencé à voir les impacts des changements climatiques en agriculture? Monsieur Lemieux. Ben, c'est sûr que si on regarde le réchauffement climatique, on observe quand même un prolongement de notre saison de végétation. Les types de cultures ont changé. Il y a plus d'insectes, on est un petit peu plus à risque par rapport aux insectes et aux maladies qu'on ne voyait pas avant. C'est les premiers signes qu'on nous dit par rapport au réchauffement climatique.
Et qu'en est-il, par exemple, des pluies torrentielles, répétitives, etc.? Ça doit avoir des impacts sur les champs, ça? Bien, c'est sûr que si les grandes intempéries, ça a des impacts sur les champs. Il y en a eu dans le passé. Ils ont tendance à être un petit peu plus fréquents. C'est ce que c'est qu'on tente d'observer. Nous, on a quand même souscrit, on travaille très fort avec la financière agricole pour souscrire des risques qui sont reliés à des mauvaises conditions climatiques pour assurer une certaine pérennité, une certaine stabilité au niveau de nos entreprises agricoles en ce qui concerne les risques qui sont hors de notre contrôle. À ce niveau-là, on peut pas dire qu'on n'est pas protégé. On a quand même minimalement une protection qui nous est offerte en cohabitation avec les deux paliers de gouvernement. En fait, il ne faudrait surtout pas s'en aller en augmentant les changements climatiques parce que là, ça va nous coûter cher au niveau de la financière agricole, ça va nous coûter cher sur vos terres. C'est ce qui met fin à cet échange. Alors, messieurs, madame, merci de votre présentation et on va suspendre le temps que la conférence des syndicats nationaux prenne place. Je vous remercie.